I viewed LA as a native. I never saw it as a strange land chronicled by outside writers. I grew up there. I sifted data and transfigured it kid style. It was diverse shit. The connecting threads were corruption and obsession. Kiddie noir was my métier. I lived in the film noir epicenter during the film noir era. It was pure LA. It was bravura LA for one reason. I denied the existence of non-LA shit. Because I'm from there. Because I thought LA was everywhere. Because I was that xenophobic and self-absorbed. Because I knew my weird shit was the best weird shit alive. Because you don't smear your hometown with outside writers' perceptions. Because LA's weird shit is the best weird shit on earth, and I grew up when it flourished prosaic. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 16, épisode 8. Cette semaine, émission Ange sur l'asphalte, rêves américains et l'importance de porter le bon bandana. On n'a pas encore été à la Cité des Anges, mais nos copains nous ont dit que c'est mieux que toute leur cité. Alors on leur fait confiance car ils ont eu la chance de descendre les rues de la cité où on entend chanter les anges. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est les mieux que les autres. Et donc au programme, ce soir, vous l'aurez peut-être compris, une émission spéciale consacrée à la Cité des Anges, Los Angeles, comme on dit, donc à l'occasion de la sortie enfin en France d'un fabuleux documentaire de Tom Anderson de 2003 chez Carlotta Film, Los Angeles Plays Itself. Et donc nous consacrerons notre émission exclusivement donc pour parler de la ville américaine et de la manière dont elle a été filmée ou non filmée. Justement, c'est une des problématiques qui est soulevée dans le documentaire de Tom Anderson. Et pour parler de ce jeu, pour autour de cette table, il y a bien évidemment de la fine fleur de la critique du Grand Ouest. Il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Thibaut qui est aussi ce soir à la technique de l'émission, donc car Ulysse ne peut pas être des nôtres ce soir, mais ça va bien se passer Thibaut, ne t'inquiète pas. Avec nous également, il y a le spécialiste de toutes ces questions criminelles, la folie, le sexe, la violence, le cinéma en général, quoi. Donc c'est Simon le jeune, dit Simon le grand, Simon Gosselin. Bonsoir Simon. Bonsoir à tous. Erwan va nous rejoindre bientôt, mais on va dire c'est son retard syndical, hein, on peut le dire, mais donc il devrait arriver dans pas trop longtemps. Et donc voilà, ce sont les forces en présence. Rapidement quelques news, pas de virgule parce qu'on n'a pas le temps, mais donc juste pour signaler, ça tombe bien parce qu'il n'est pas là, que le Dr Erwan présentera ce vendredi au cinéma Arvor à 20h15 L'Armée des 12 singes 12 Monkeys donc de Terry Gilliam, qui ressort après en sortie nationale. Mais donc voilà, les spécialistes guilliamesques devant l'éternel, donc voilà, il vous présentera ce film. Malheureusement, vous ne pourrez pas être en même temps pour découvrir les films de Simon, car Simon, en dehors de votre carrière de chercheur, vous êtes aussi metteur en scène, on peut le dire. Mais tous amateur, mais néanmoins précis, en tout cas. Voilà, bref, en tout cas, Erwan présentera donc L'Armée des 12 singes. Sinon, il y a le film d'action indien Léo qui passe ce samedi à l'Arvor, et Les Maîtres du Temps de René Laloux qui passe ce dimanche après La Planète Sauvage, qui est passé dimanche dernier aussi. Donc voilà, on va passer tout de suite à la section critique de cette émission. Et on parlera d'autres choses la semaine prochaine, mais là certains sujets ne supportent pas le tourisme, et de tourisme il en est question justement plus ou moins dans donc Los Angeles Plays Itself de Tom Anderson, comme je le disais, documentaire de 2003 qui vient enfin de ressortir en Blu-ray chez Carlotta dans une belle édition. Donc qu'est-ce que c'est que Los Angeles Plays Itself? Et maintenant que c'est un documentaire, un essai documentaire même justement sur la ville de Los Angeles, puisque Tom Anderson est un Angelino convaincu, en tout cas il est Angelino de naissance, on va dire, et donc c'est un chercheur, on va dire, qui à un certain moment a pu être approché des cultural studies américaines de la fin des années 70 dans le
Gironde de Frédéric Jameson ou des chercheurs comme Noël Birch, et qui a une approche des genres et des formes cinématographiques qu'on a parfois qualifiées de post-marxistes, qui en tout cas essayent de remettre l'histoire et la politique au cœur des études des formes du cinéma et de l'historiographie des formes, on va dire de manière générale. Il avait notamment fait au milieu des années 90 un documentaire sur les cocos à Hollywood, donc les communistes. Et donc vraiment cinéaste engagé. Bonsoir docteur, il vient de nous rejoindre. Bonsoir. On parlait de communistes justement, ça tombe bien. Et donc avec que Los Angeles Plays Itself, donc comme je le répète, un long documentaire de 2h50 qui a d'abord connu une première vie dans des installations muséales et on va dire des espaces a priori en dehors de la salle traditionnelle, parce qu'effectivement, de par son format long et de par son sujet, c'est quelque chose qui ne se prête pas forcément, on va dire, à la salle de cinéma, mais qui là, fort heureusement, ressort donc en Blu-ray, film que j'avais vu la première fois, je crois, il y a une petite dizaine d'années, et sur un sujet pour le moins fascinant, qui est justement la ville de LA, et on va dire le fait qu'il y ait une impossibilité de pouvoir la filmer. Car c'est un peu une des problématiques qui est soulevée dans le film d'Andersen, c'est que c'est probablement la ville la plus photographiée au monde, du fait que ça soit l'épicentre de la production américaine depuis un siècle, avec Hollywood qui s'est installé là à la fin des années 10, au courant des années 10 plutôt, mais le fait que sa particularité soit que ce soit quasiment une film qui est infilmable du fait de sa géographie absolument aberrante et de sa topographie assez particulière, même y compris pour une ville américaine. C'est-à-dire qu'elle a, pas toutes, mais une grande majorité des grandes villes américaines, que ce soit Chicago, New York ou bien Washington, se distinguent justement par une géographie, par des géographies qui sont relativement similaires et en tout cas des formes de bâtiments qui sont aussi relativement similaires, notamment dans le courant du XXe siècle, où il y a eu de plus en plus de buildings, de grands bâtiments, de grands espaces, justement comme ça, on va dire que ce serait plutôt des villes verticales, alors que la spécificité de LA est justement que ce soit une ville horizontale, une ville qui est très grande, qui est très étendue, un bordel pas possible, dans lequel en plus, en général, est amalgamer la ville de Los Angeles et le comté de Los Angeles, qui est donc un immense comté qui compte en son sein plusieurs villes, comme Beverly Hills par exemple, qui est une ville à part, mais qui est dans le comté de Los Angeles, et bien souvent ils sont amalgamés avec la ville elle-même, et la ville de LA elle-même est sous-compartimentée en 7 ou 8 quartiers, qui eux-mêmes sont subdivisés en plusieurs quartiers, qui vont de 5 à 29 quartiers. Donc un bordel pas possible, comme seuls les Américains savent nous le faire. Ils sont vraiment trop forts, ils font vraiment du spectacle partout où ils passent. Et en parlant, en préparant cette émission avec Simon notamment, ce qui est une des portes d'entrée qui pourrait nous intéresser, c'est de voir comment est-ce que Los Angeles est devenu un peu la ville la plus importante et la plus photographiée dans le cinéma américain par le prisme du film de voyou, du film policier et après donc du film noir. Parce que historiquement, dans les premiers temps, même si le terme n'est pas très bon, on va dire du cinéma policier, la ville du crime, c'est au nord, c'est là où se passe le crime organisé aux USA de manière générale, à Chicago. C'est ça, oui, à partir des années 20, il me semble que celui qu'on donne comme le premier grand film de gangster dans les années 20, ça va être les Nuits de Chicago, je crois. Et après, années 30, c'est vraiment la ville, c'est l'imaginaire Al Capone, la prohibition, etc. Donc le crime organisé, Elliot Ness, etc. Avec les films de Raoul Walsh, avec James Cagney. Et c'est des films en plus, pour revenir sur ce que tu disais un petit peu sur le côté un peu architectural, Chicago est une ville qui est influencée aussi par des théories architecturales assez européennes, comme va l'être après New York. Mais on est dans des villes qui sont à l'opposé en fait, de ce qu'était Los Angeles. Et quelque part, c'est encore une façon de voir le crime. Donc c'est le crime à l'américaine, mais dans un décor qui est un peu un petit peu européen quelque part. En fait. Plus la côte est justement. Donc c'est pétri d'influence européenne de fait, parce que c'est là qu'ils ont prioritairement débarqué, enfin même uniquement débarqué. Donc avec des populations européennes, avec des Polonais, avec des Italiens, avec des Anglais, bien évidemment, ou le Royaume-Uni de manière générale. Effectivement, ça influence à la fois l'architecture et une certaine philosophie de pensée, justement.
Oui, il y a le fait que c'est des villes un peu plus anciennes aussi. Oui, voilà, c'est ça. Qui ont été fondées un peu plus anciennement que Los Angeles, quoi, qui a commencé vraiment à se développer, c'est au milieu du 19e. Même deuxième moitié du 19e. Oui, mais même au début du 20e. Parce qu'au départ, c'est des petits villages, quoi. Enfin, voilà, c'est une vallée, c'est des petits villages. Et puis la Californie, pareil, c'est un État qui a été rattaché plus tard finalement que les 13 colonies originelles, ou que le nord-est. Pour ceux qui ont vu Le Masque de Zorro, il y a une très belle leçon d'histoire là-dessus sur comment est-ce que les USA ont racheté la Californie au Mexique. Enfin, 1848, il me semble, la Californie. Ouais, il me semble que c'est quelque chose comme ça. Un État fédéral. Et c'est la même période que le Texas, tout ça. Enfin, c'est où là toute la politique de spoliation des terres va déboucher en fait sur des contrats qui vont permettre d'acheter les États en fait, quoi. Alors que les États étaient déjà joyeusement occupés par les Anglo-Saxons, qui volaient joyeusement les terres des Hispaniques, et ils ont fait refluer les Hispaniques vers de l'autre côté de la frontière mexicaine, quoi. Et donc il y a un déplacement du crime organisé américain et surtout du coup de sa représentation à l'écran pendant quand même un bon moment. La ville du film noir, ce sera New York justement, parce qu'elle a aussi une atmosphère et une géographie particulière. Le fait qu'il y ait un horizon qui soit bouché justement du fait de ces grands bâtiments, c'est souvent représenté avec des ruelles sombres, alors qu'il y a quand même en fait très peu de ruelles à New York. C'est plutôt justement des grandes artères très propres, c'est très géométrique, pour le coup c'est relativement clair de s'y repérer, mais la manière dont elle est filmée dans les films noirs justement lui donne un cachet particulier qui va totalement changer après-guerre, principalement quand on va dire une partie du crime organisé au cinéma ou du polar se déplace à Los Angeles. Mais même là aussi, on va dire pour le déplacement idéologique presque du crime de New York à LA, il y a plusieurs raisons, notamment industrielles et puis économiques. Oui, je pense aussi qu'il y a, au moment où ça passe de Chicago, c'est que le crime organisé est beaucoup moins, on va dire, montré dans les journaux, il commence à être moins dans la culture populaire, puis c'est la période du New Deal, etc., de Roosevelt, l'effort de guerre, fin des années 30, surtout 40, où à ce moment-là, c'est plus très intéressant d'avoir des sujets sur, on va dire, un crime qui serait interne au pays, mais progressivement, avec la guerre, on voit que ce qui se dessine, l'extérieur devient plus important. Ouais, c'est ça, ouais, et puis il se trouve on se dit finalement... les films, on va dire, criminels, à ce moment-là, vont plus être sur le crime organisé vraiment, mais plutôt sur, ça va être ce qu'on appelle les women's films pendant la guerre, c'est-à-dire un soldat qui revient de la guerre, qui ne se rappelle pas de ce qui lui est arrivé, il rencontre une femme qui est chauffeuse de taxi, et puis à deux, ils vont essayer de démêler les choses. Et là, ils commencent de plus en plus à utiliser, avec, du coup, ça se passe à New York maintenant, probablement parce que New York devient la ville la plus importante économiquement, en fait, à la fin des années 30 et années 40, en fait. Et ils veulent en faire la ville... la plus rayonnante en fait. Donc on retrouve un peu des mémos entre les discussions de producteurs et puis directement la Maison Blanche en fait, où ils essayent de faire en sorte que ça soit remonté. C'est la ville du rêve américain. La ville du rêve américain, c'est ça. Island, la Statue de la Liberté. De guerre, voilà, c'est l'arrivée des migrants. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a aussi un truc à voir quand même avec l'histoire du genre criminel. Ouais. C'est-à-dire que les années 30, moi j'ai toujours eu l'impression qu'il y a vraiment la période de film de gangster, on va dire 29, 33, voilà, en gros. Et puis après le gangster en fait, à cause du Code Hays en fait disparaît. Et puis c'est les films de policiers en fait qu'on voit. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est justement ce changement en fait finalement vers LA. Il y a pour moi une caractéristique quand même dans le film criminel quand il se passe sur la côte ouest, c'est que ça a souvent à voir avec la question de la corruption. Et qui sont des questions qui étaient un petit peu évoquées dans le film de gangster, mais qui étaient considérées comme des choses anormales en fait. Ouais. Et donc il y avait après les films policiers où le policier intègre, le James Cagney de J-Men venait montrer que voilà ce que c'était que la police, etc., et que on était là pour défendre la justice et tout. Et dans les années 40 justement le film noir, moi c'est ça aussi qui je trouve rend le film noir passionnant, c'est que le film noir commence à brouiller les pistes et quelque part finalement qui s'installe. Et quand on connaît un petit peu l'histoire justement de la police à LA, même si l'histoire de la police new-yorkaise n'est pas beaucoup plus brillante, ou la police à Chicago, c'est pas beaucoup plus brillant, mais c'est vrai que l'histoire de la police à LA, il y a comme une vieille histoire, et dans le documentaire ils en parlent pas mal, justement, alors qui est une histoire qui a été fantasmée par Hollywood aussi, mais qu'il y a quand même une vieille histoire de collusion et de corruption municipale notamment, qui est quand même, avec toutes les questions de la flotte, avec la question de l'eau, etc. Donc je suis pas tellement étonné, moi, finalement, qu'il y ait
Qu'il y a un glissement quand même, oui, à partir des années 50 notamment. Quoi. Ce que tu dis, ça me fait penser, c'est que vraiment, justement, 50, il me semble que c'est 49 ou 51, enfin par là, il y a le rapport Kefauver, qui est un rapport assez important, qui passe à la télé, en fait, sur le fait que, justement, en fait, la corruption et le fait que le grand banditisme s'est installé. Mais je pense vraiment que si on passe à New York dans les années 40 et qu'on fait des sujets un peu éloignés du grand banditisme, mais plus sur des petites histoires, c'est le moment aussi où les studios ont comme consigne de montrer une image assez sereine des États-Unis. Et finalement, les intrigues criminelles à ce moment-là, c'est juste des gens qui ne sont pas adaptés. À New York, c'est souvent ça. Et du coup, au moment où on se retrouve dans les années fin 40, 50, au moment où on va reparler du grand banditisme, il y a aussi le moment où l'Amérique commence à avoir peur à l'intérieur d'elle-même du communisme, etc. On va avoir des enquêtes de plus en plus montrées en fait, à la télé, etc. Donc je pense qu'il y a aussi une question de politique. Oui, aussi le fait que la collusion entre Hollywood et le grand banditisme, à partir des années 30, elle existe aussi. Quand elle cette est collusion très forte dans les années 40, en fait, t'as raison. En fait, c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, moi, un truc qui m'a toujours étonné, c'est que dans les films noirs, notamment, on dit assez rare, on dit jamais le mot mafia, en fait. Le mot mafia, c'est vraiment le parrain qui va remettre le mot mafia, alors que dans les films italiens, c'est dit dès les années 60, en fait. Et en fait, alors, une des raisons, en tout cas, que j'ai eu l'occasion de lire, c'est qu'en fait, il fallait pas vexer finalement des gens qui passaient leur soirée avec Frank Sinatra, avec le Rat Pack, voilà, et tout ce beau monde, voilà, fallait pas trop les vexer. Donc on parlait de l'organisation. Moi j'aime beaucoup l'organisation, voilà, qui était une espèce de l'organisation. Et c'est toujours des espèces de trucs un peu flous comme ça. On dit jamais, ils sont un peu italiens, mais on dit jamais vraiment. Enfin voilà, c'est toujours. Il y avait une autre chose aussi du coup dans le déplacement du crime de New York à LA, qui justement sont en rapport avec le boom économique donc de l'après-seconde guerre mondiale et on va dire la vision peut-être que représente LA d'un nouvel idéal américain justement, parce que donc il y a à la fois qui est survendu par toute la publicité sur la famille moderne américaine, qui auront leur petit pavillon, qui auront donc leur propre jardin. Il fait beau en Californie alors qu'il pleut sur la côte est. C'est vraiment, c'est toujours on va dire l'injonction go west. Et puis il y a le côté serré, enfin le côté dense en termes de densité de population de New York, de Chicago, des grandes villes de l'Est, et le côté étendu en fait de Los Angeles, aberrante. Parce que même San Francisco, c'est une petite ville à côté en fait. Et donc, justement, le boom et la géographie de Los Angeles ont aussi un rapport avec, je pense, une autre industrie qui est celle de la bagnole, parce que LA étant une ville, et il en parle beaucoup Anderson, qui est impraticable si on n'a pas de voiture, et comme le système de transport public est ce qu'il est, c'est-à-dire relativement hasardeux. Donc c'est évidemment... Et apparemment pensé comme tel, apparemment. Oui, voilà. C'était une volonté politique ça va avec pour développer la voiture, justement. Impulsion politique de développement donc de la bagnole, et pour ça, la géographie même de la ville est pensée pour aller avec le boom de l'industrie automobile, Ford justement après-guerre, qui s'est refait encore des grosses couilles en or avec Chevrolet et puis compagnie. Donc vraiment, LA a cette vision de la nouvelle ville américaine qui serait la ville des possibles, la ville du succès, où donc, comme je disais, tout le monde a sa propre maison, on aurait sa propre voiture, ça serait la petite famille américaine parfaite, une genre d'image d'Épinal finalement de la nouvelle famille américaine qui va réussir au soleil. La famille de Terry Gilliam, elle a vécu, enfin c'est ce qu'il a vécu quand il était enfant. Lui, il est né à Minneapolis, mais en fait ses parents ont déménagé assez jeunes. Quand il était assez jeune, ils sont installés dans les environs, je crois que c'est dans les environs de Los Angeles, et il a vécu toute son enfance. Et je crois que Tim Burton, il a vécu à Burbank aussi, donc il y a cet imaginaire-là, mais que Spielberg a connu aussi. Enfin, il y a plein de réalisateurs qui viennent en fait de ce monde pavillonnaire, justement, de classe moyenne légèrement supérieure. De la banlieue blanche américaine. Voilà, par contre, de la banlieue blanche, voilà. Parce qu'on en reparlera, il y a aussi, de toute façon, la manière dont est foutu Los Angeles, c'est donc qu'il y a plein de quartiers, mais que c'est pour le coup une ville réellement multiculturelle, mais dont les influences culturelles ne sont pas les mêmes que celles de la côte Est. Parce que la côte Est, il y aura vraiment plus Italie, Pologne, enfin les pays de l'Est de manière générale, alors qu'évidemment, du fait de sa proximité avec le Mexique, il y a une influence latine qui est beaucoup plus présente à LA. Espagnol, hispanique, voilà, ça, c'est clair. Hispanique de manière générale, et dans tous ces aspects, et dans le cinéma, et asiatique aussi. Dans la bouffe, oui, parce que avec San Francisco au-dessus, pareil, il y en avait énormément, avec les Japonais, avec les Chinois. Les Coréens, qui sont beaucoup installés aussi. Même si c'est assez gommé, en fait, dans les années 50, les films de flics à Los Angeles, comme il va y avoir une explosion dans les années 50, on voit très peu
d'asiatiques, de mexicains. Ah bah oui, mais comme un peu partout dans le cinéma américain, il faut attendre les années 60. On voit un peu les émeutes raciales pendant la guerre, par exemple, avec le nom des Zoulous, par exemple. Enfin, oui, alors ça, avec la révolte Zoulou. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, mais ça, c'est pas montré autant que je sache, c'est pas montré dans le cinéma de l'époque. C'est montré dans le cinéma des années, dans 1941, dans le Dahlia Noir. Mais tu vois, à la fin des années 40, par exemple, à New York, on va te montrer les quartiers d'Italiens, les quartiers de. Oui. Enfin, ils essaient un peu. Chinatown. Donc, il n'y a pas beaucoup de films, mais ils commencent à en avoir. Et puis, on a quand même c'est le moment où on a des techniques un peu documentaires où on se dit on va aller vers ça, on va montrer la ville telle qu'elle est. Du coup, à ce moment-là, on est encore à New York et très vite, ça change. Ces techniques-là, elles sont plus que sur Los Angeles et là, c'est plus que des flics qui veulent vivre dans des petites maisons en fait de quartier, etc. Et donc en fait, les scénarios à chaque fois, c'est des policiers qui rêvent de s'acheter la petite maison parfaite de pavillon et qui n'y arrivent pas et du coup qui sombrent dans la corruption. Ou des gens normaux qui sombrent dans la corruption pour les mêmes raisons. Oui, aussi, assurance sur la mort, Assurance sur la mort, c'est début 40 encore. Enfin, c'est milieu 40 44, ouais, voilà. Mais pour moi, c'est déjà un des premiers films vraiment sur cette idée d'une corruption endémique, en fait. C'est-à-dire que d'une corruption qui est liée au matérialisme, en fait. Qui est liée, en fait, au désir qu'on n'est pas satisfait de ce qu'on a, alors que ce sont des gens qui sont insérés dans la société. Tout à fait, et l'idée qu'il faut et le policier finalement pour moi n'est que peut-être l'exemple le plus le plus honteux entre guillemets, c'est-à-dire celui qui devrait être parmi tous le plus honnête. Quand on veut pointer la corruption, le personnage du policier et de l'inspecteur, il est pratique parce que finalement il permet de dire si les flics sont pourris, qu'en est-il du reste de la population. Voilà. Ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs. Ils ne sont pas encore pourris dans les années 40 trop les flics. Plutôt, là c'est parce que c'est quelqu'un à l'assurance. On n'a pas trop de... c'est vrai qu'il n'y a pas de policiers trop. Ce qui me fait penser avec l'ouvrier de la mort, dans ce que tu disais, pardon, on parle d'assurance sur la mort, c'est le fait que dans l'assurance sur la mort, tu as le personnage de femme fatale. Et où justement le personnage, on se rend compte que la société va pas, mais le personnage ne supporte pas du tout de vivre dans cette société-là, et il fantasme la femme fatale, et c'est dans ce fantasme-là qu'il va sombrer quand même. La différence peut-être avec Los Angeles, parce que donc ça c'est Tom Anderson le met en avant, c'est que le film DOA, Mort à l'arrivée de Rudolph Maté est le premier film à Los Angeles. Et dans les théories sur le film noir en fait de cette époque-là, on se dit finalement c'est quelle année DOA? Si je dis pas de bêtises, ça doit être 47, mais fin 47 je crois. D'accord. Mais parce qu'Assurance sur la mort, ça se passe aussi à Los Angeles. Oui. Les scènes de rue se passent à Los Angeles. Mais c'est le premier d'une série de films où tous les autres vont être à New York en fait, qui vont l'imiter. Ah oui. Tu vois, tu vas avoir Laura d'Otto Preminger, Phantom Lady de Sean Mac. Oui, mais tu vois, par exemple, Le Grand Sommeil, c'est à Los Angeles aussi. Ouais, mais là, c'est pareil, c'est un film un peu curieux, parce que c'est une adaptation de Chandler, et Chandler est assez peu adapté. Non, mais il y a quelques cas comme ça, mais on considérait que sur une série, ça serait un peu des exceptions, ceux-là, et c'est vraiment en général une sorte de généralité. Mais celui qui changerait, on va dire, théoriquement, ça serait pas forcément le premier à Los Angeles, mais qui casserait, où il n'y aurait pas de personnage de femme fatale, mais il y aurait quasiment le même déroulé narratif. C'est un héros qui arrive dans une ville et qui fantasme la ville. En fait, la ville qui fantasme, c'est Los Angeles, et c'est la ville qui l'avale. Quelque chose effectivement qui apparaît pas dans les films précédents, parce que même dans Assurance ou dans les Chandler, la ville est réduite en fait à quelques plans de rue en fait, et généralement la ville n'existe pas en tant que personnage en fait, alors qu'effectivement. C'est filmé en studio aussi de toute façon, sur tous les intérieurs donc. Et après effectivement, Boulevard du Crépuscule et tout ça, où là effectivement on sent bien que c'est tourné à Los Angeles. Ça peut pas se passer ailleurs en fait. Ça peut se passer que là en fait. Alors que les autres films effectivement pourraient se passer dans n'importe quelle ville américaine. Et je repensais juste un instant, c'était sur la question des villes. Anderson en parle un peu en disant Los Angeles justement c'est cité. Au bout d'un moment on dit ça se passe à Los Angeles, etc. Et ce qui est marrant, si on regarde les titres de films noirs dans les années 40, il y a énormément de films où ils appellent ça juste City and etc. où tu as juste le titre City. Même si c'est New York la plupart du temps, on n'en parle pas spécialement. Que là où Los Angeles lui met en avant que ça va être de plus en plus cité en fait, c'est-à-dire LA, etc. Oui, voilà, parce que justement c'est aussi une des questions qui est posée sur la personnification de la ville. De manière générale, souvent, quand on filme des grandes cités, que ce soit New York, Paris, la ville est personnifiée et c'est bien montré qu'on est dans telle ville et qu'elle a, on va dire, un particularisme géographique, culturel qui est mis en avant dans les films. Et c'est vrai qu'avec avec Los Angeles, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué de deviner ou de mettre en place quelle est la personnalité de la ville. Et c'est plus passé, je trouve, par le roman noir, justement par les bouquins de Chandler, par les bouquins d'Hamet et après par les bouquins de Ellroy, par exemple, que par le cinéma et le cinéma policier, par exemple. En tout cas, c'est la personnalité de la ville et de ses habitants passe plus par l'écrit, finalement, que par le visuel.
Oui, c'est vrai, Westlake aussi, dans les années 50. En plus, les auteurs de romans noirs, à partir de 50, ils écrivent que sur la côte ouest, quasiment, quand on pense à Goodies, Westlake. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Et c'est pour ça, après, puisqu'on parle donc de films criminels, ceux qui souvent mettent le plus en scène la ville et est-ce que l'environnement influence les personnages, c'est beaucoup plus dans le film policier ou le film criminel que dans d'autres genres de cinéma, par exemple. C'est-à-dire qu'après, ça se retrouve justement avec avec les films qui sont basés sur les bouquins d'Elroy, dans quelques films de Michael Mann, dans les films de Shane Black, par exemple, où là, vraiment, la ville a une influence et a un lien avec ce que vivent les personnages. Ce qui n'est pas forcément le cas dans beaucoup d'autres films. Lynch aussi le fait quand, justement, on va dire, il fait un genre de film criminel avec Lost Highway, en tout cas de film à mystère. Surtout Mulholland Drive. Non, mais Mulholland Drive, voilà. Mais c'est valable aussi pour les séries, parce que c'est marrant, je pensais à ça en regardant le documentaire, je me disais, tiens, c'est marrant, The Shield. Ouais. Je me suis dit, tiens, c'est quoi les séries que j'ai vues qui se passent à Los Angeles? Alors, parce qu'il y a les rues de San Francisco, mais The Shield, on retrouve ce côté, justement, Elroy, alors que c'est pas une adaptation d'Elroy, mais on retrouve ce côté et l'impression notamment de quelque chose de tentaculaire, c'est-à-dire d'une ville qui géographiquement et même... C'est marrant, alors c'est marrant de voir comment ça se trace, parce qu'effectivement, quand tu joues à GTA San Andreas, tu retrouves... Et même dans les jeux vidéo, dans GTA 5 notamment, tu as vraiment ce sentiment... C'est police fédérale, GTA. Voilà, tu as vraiment ce sentiment de vastitude, en fait, quoi. C'est-à-dire de platitude, d'horizontalité et de vastitude, quoi, et du coup d'indétermination, en fait, effectivement, en termes de... Alors que pourtant il y a des traits culturels. Les murales à Los Angeles, t'as quand même des monuments, alors qui sont pas forcément des monuments aussi connus que l'Empire State, l'Observatoire, Griffith Park, le fameux tunnel. Alors ça, il est marrant, il en parle pas dans le documentaire, ce fameux tunnel éclairé la nuit qu'on retrouve dans 50 millions de films, qu'on retrouve dans Bienvenue à Gattaca, etc., qui est vraiment le tunnel pour donner de l'ambiance, en fait, pour donner une ambiance film noir justement à une scène, et vous faites rentrer la voiture sur cette espèce de tunnel couvert là, je sais pas comment il s'appelle ce tunnel. Alors qu'il y a les canaux qui, par contre, et les canaux qui ont été vachement été filmés. Fédéral Los Angeles, mais c'est vrai que c'est pas du, entre guillemets, c'est pas du patrimoine, c'est pas du, entre guillemets, c'est à part Griffith Park, à part l'Observatoire, à part l'hôtel de ville, c'est pas du patrimoine, c'est vraiment c'est de l'urbanisme, en fait, quoi. Anderson, il en parle justement, le fait que la ville soit quand même très jeune, c'est-à-dire qu'en gros, comme on le disait, au début des années 20, c'est encore un village, et que finalement, c'est par le prisme du cinéma de fiction que le patrimoine se crée. Parce qu'avant ça, finalement, il y a peu de spécificités architecturales, et on y reviendra après, mais qui font que LA a un caractère particulier. D'où le fait justement qu'elle soit infilmable. Parce que globalement, les bâtiments ressemblent à rien, quoi. Alors, c'est des maisons américaines qui sont faites en merde de pigeons séchés. Sauf dans les collines, où il y a quand même, parce que ça aussi c'est un truc intéressant et qui montre bien l'histoire du timing, c'est-à-dire que c'est aussi un lieu d'expérimentation architecturale pour les architectes des années 30, des années 40 notamment. Parce qu'il y a Hollywood, parce qu'il y a du... Mais justement sur la géographie de Los Angeles, qui fait qu'elle est très diverse de par sa taille. Il y aura à la fois donc des grandes plages, il y aura les collines, il y aura toutes les banlieues, et notamment les banlieues, on va dire, plus pauvres de South Central, donc avec Watts, avec donc toutes les communautés afro-américaines et puis hispaniques, et donc où il y aura en gros un genre de lumpen prolétariat américain, et en même temps à côté les champs de pétrole, en tout cas les champs pétrolifères, quoi, justement, qui donnent vraiment un côté assez particulier, parce que très vite, quand on voit certains films où les mecs se baladent dans LA, t'as toujours l'impression qu'en fait tu changes de décor, donc tu changes de ville. Et tu changes presque de microcosme de population. Thibaut. Oui, parce que Anderson le dit très bien, parce que je veux rebondir sur quelque chose que vous aviez dit avant, c'est qu'en fait, il démontre, avec notamment un travelling qui est magnifique. Alors, je ne sais plus de quel film c'est tiré, mais il démontre vraiment que Los Angeles n'a pas d'identité. Alors, c'est rigolo parce que c'est sa ville, mais il est beaucoup critique par rapport à sa ville, où on dit, on a pu tourner des films qui se passaient en Suisse, qui se passaient à Chicago, enfin, où la fiction se déroulait en Suisse, à Chicago, ou à New York. En Chine, alors que c'est toujours dans le giron géographique de Los Angeles, et ça c'est intéressant parce qu'il nous dit au final cette ville, 1, n'a pas d'âme, 2, n'a pas de culture, et 3, n'a pas de géographie. Donc du coup finalement c'est peut-être une ville qui n'existe pas, c'est une ville fantôme, une ville fantasmée comme vous le disiez tout à l'heure. Et à un moment il a une démonstration qui est absolument limpide, c'est qu'il dit voilà, le film est censé se dérouler à Chicago, et en fait il y a un long travelling, et en fait mais regardez les palmiers derrière. Tu fais bah oui, et en fait les palmiers je les avais jamais vus, alors, mais en fait c'est hyper flagrant. Ça j'ai remarqué, ça c'est un grand classique, c'est-à-dire que moi je suis pas mal le site Red Letter Media, et un de leurs grands trucs,
c'est de repérer quand ça n'a pas été tourné, quand c'est censé se passer dans le Connecticut ou dans le Massachusetts, ils disent ouais mais regarde le palmier là. Voilà. Et en fait ça apparaît dans plein de films. En fait, si tu fais gaffe aux arrière-plans, en fait voilà, tu peux assez vite deviner en fait. Et dès qu'en fait, je pense que ce truc entre côte est et côte ouest, nous on voit ça un peu de l'extérieur, mais je pense que pour les Américains, c'est les différences visuelles au niveau géographique sont beaucoup plus sensibles en fait. Le prod maintenant se tourne plutôt au Canada. Au Canada, ouais, parce qu'au Canada tu peux faire tout ce qui se passe au nord. Voilà, c'est ça. Il y a des belles réductions d'impôts aussi. Et puis il y a une belle tax shelter. Ouais. On va faire une petite pause musicale justement parce qu'on en parle. Question d'atmosphère. This is Los Angeles. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Atmosphere avec quel morceau, Erwan? Un morceau qui s'appelle Los Angeles, je crois, tout simplement. Exactement. Donc voilà. Signalons que l'atmosphère ne vient pas du tout de Los Angeles. Hein. L'atmosphère vient de Minneapolis. Si mes souvenirs sont comme Terry Gilliam, d'ailleurs. Comme par hasard. Voilà. Donc nous parlions d'atmosphère et de topographie de la ville, justement, de Los Angeles, à l'occasion de la sortie donc, de Los Angeles Plays Itself de Tom Anderson chez Carlotta Film. Et donc sur la question de la géographie, du fait que ce soit une ville infilmable a priori, ou en tout cas dont les spécificités architecturales sont assez compliquées à prendre en compte. C'est justement comme une bonne partie de l'essai ou bien de la théorie de Tom Anderson sur la ville, sur la question justement des différentes architectures qui se mêlent à Los Angeles, puisque donc comme New York, c'est une ville où il y avait beaucoup de créateurs de toutes sortes, et notamment sur l'architecture, et une architecture, on va dire, moderniste qui a pu être de manière mal vue, mal vécue, en tout cas représentée d'une certaine manière dans beaucoup de films, et notamment Frank Lloyd Wright, grand architecte du début du siècle, qui nous avait quand même donné comme référence Le Rebelle de King Vidor, basé sur un livre de cette vieille connasse de merde de Ayn Rand, cette pute libertarienne, qui a fait beaucoup de mal à la politique américaine et à la politique de manière générale, on va dire. Mais en tout cas, le personnage de Frank Lloyd Wright, donc architecte dont bon nombre de maisons se trouvent donc à Los Angeles, et notamment dans plusieurs films, la maison du bad guy donc de Blade Runner, mais aussi dans Soleil Levant, ce magnifique film japonophobe avec Sean Connery et puis Wesley Snipes. À l'époque où les studios, où les Japonais rachetaient tous les studios hollywoodiens. Exactement. Et Hollywood se vengeait en faisant Black Rain et autres joyeusetés xénophobes. La peur du Péril jaune. Et effectivement, donc sur la question de cette architecture moderniste, on va dire de l'entre-deux-guerres pour beaucoup, qui est souvent représenté, et notamment dans les films noirs, c'est souvent des maisons ou des univers qui sont affiliés justement soit à des personnes troubles, soit clairement à des gros salauds de méchants, comme la maison de Pierce Patchett dans LA Confidential de Curtis Hanson, d'après le livre de Elroy. Et ce qu'essaye de mettre en lumière Tom Anderson dans le film, c'est que dans le film criminel, et peut-être même dans le film de Angelinos, il y aurait parfois peut-être un certain côté réactionnaire dans le fait de vouloir affilier ce genre d'architecture moderne et non conventionnelle à des personnages. Alors, si je peux me permettre, moi j'ai trouvé, je me suis dit quand même, Anderson, ne ferais-tu pas preuve d'une légère mauvaise foi? Parce qu'en fait, effectivement, ces arguments sont tout à fait valables, sauf qu'en fait, il y a un truc, c'est que déjà d'une part, c'est des architectures qui se distinguent du tout venant, donc c'est assez logique qu'on les utilise pour faire des films. Et deuxièmement, ce sont des maisons qui ne sont pas des maisons populaires, c'est pas des HLM, c'est des maisons de bourgeois. Donc quand vous voulez représenter la richesse criminelle aux États-Unis, vous n'allez pas représenter, et puis il y a le fait qu'elles sont souvent sur les collines, donc elles sont en haut, quand les autres sont en bas. Enfin voilà, il y a quand même des raisons pour moi qui vont un peu plus. Enfin, moi j'ai beaucoup. Enfin moi en fait c'est le film d'ailleurs m'a fait assez. Enfin je me suis demandé pendant tout le film, mais est-ce qu'il est vraiment sérieux? Parce qu'il a un côté, une espèce de chauvinisme ironique, mais une fois le film fini, je me dis non, c'est pas sérieux. C'est pas totalement sérieux en fait. Il surjoue un petit peu justement le mec de Los Angeles qui considère que sa ville est maltraitée. Et si son argumentation est pas du tout fausse, les remarques qu'il a sont pas du tout fausses, je suis pas certain. Le mépris qu'il attribue à Hollywood vis-à-vis de l'architecture moderniste me semble être légèrement teinté de mauvaise foi quand même. Comme un vrai habitant de la ville, quoi. Et d'ailleurs, je trouve que le film baigne dans cette espèce de où on a l'impression, en fait, avec ce truc curieux, où on a l'impression qu'il descend certains films
parce que pour lui ça représente pas bien LA, alors qu'en fait tu sens bien qu'il aime les films quand même. Comme il dit, en fait, c'est curieux. C'est des films de touristes. C'est-à-dire des films de gens qui ne connaissent pas Los Angeles, mais qui filment là soit parce que c'est pratique en termes économiques, parce que c'est pas loin des studios, ou juste parce qu'il fait beau et puis que les filles sont jolies, quoi. Donc il y a vraiment ce genre de cinéaste-là. Qu'il y a aussi avec New York, justement, mais c'est vrai qu'il y a plus de cinéastes qu'on rattache directement à New York, par exemple, que à LA, tu vois, il y aura Martin Scorsese, il y aura Woody Allen, tout ça, en tout cas, des gens qui ont vraiment filmé leur ville quand même mais alors ça, c'est une lié, bonne partie de leur carrière. Ça, c'est lié à l'histoire du cinéma américain, c'est-à-dire que New York, c'est la ville du cinéma indépendant, donc les gens, qu'est-ce qu'on fait quand on fait du cinéma d'auteur? On filme sur ce qu'on connaît, donc on filme sa ville, alors que Los Angeles, et ça, effectivement, il le montre bien, c'est une ville qui est collée malgré elle à Hollywood, en fait. C'est-à-dire qu'on considère que Hollywood c'est la ville et que Los Angeles c'est le décor, en fait. Oui, puis c'est vraiment la ville de la télévision, en fait. Assez rapidement, Los Angeles. Quand on parlait des films criminels, toutes les séries criminelles à la télé, c'est Los Angeles, donc assez vite elle devient sans. Alors que la télévision a été créée sur la côte est. Oui, carrément. Mais dans le New Jersey. Oui, tout à fait. Mais assez vite, à part les programmes, on va dire plutôt de théâtre, qui sont tournés un peu à New York, la plupart de ce qui est tourné en extérieur, les westerns, tout ça, ou les petits, enfin les parce que dramatiques. Hollywood récupère la télévision parce que c'est elle qui a les moyens de production, en fait. Quoi. Mais du coup, ça devient une ville un peu lambda, c'est-à-dire que être un cinéaste de Los Angeles, en fait, on a du mal à voir ce que ça serait, en fait, si on doit y réfléchir. Là, c'est ma question. Est-ce qu'il y a donc des cinéastes, comme on disait, Lynch ou bien Shane Black, parce qu'ils situent beaucoup leur Lynch film. Lynch n'est pas de Los Angeles. Voilà, Lynch est du Middle West. Il n'est pas de Los Angeles, mais en tout cas... C'est un touriste aussi, lui. Oui, mais il a quand même vécu une grande partie de sa vie là-bas, et il a fait en tout cas une bonne partie de ses grands films, on va dire, à LA. Peut-être que c'est ça, justement, c'est qu'à la différence de New York, ceux qui parlent le mieux, ceux qui montrent le mieux, à mon avis, ou ceux qui parlent de manière la plus intéressante de Los Angeles, sont ceux qui ne sont pas originaires de la ville, justement. Il y aurait peut-être Damien Chazelle. Alors le film d'Anderson date de 2003, mais actuellement, il y aurait peut-être Damien Chazelle. Ouais, ou comment il s'appelle, celui qui a réalisé Under the Silver Lake. Ou David Mitchell. Est-ce qu'il est parce que tu vois, comme le film date de 2013. D'ailleurs, It Follows va avoir une suite. Point news. It Follows Again. Non, They Follow. Et non, parce que une suite ou un préquel, on sait pas trop. Parce que tu vois moi j'aurais été très intéressé parce que comme le film date de 2013, il parle pas évidemment de 2003. 2003 il date. Oui. Je crois que c'était 2013, tu vois. Non, 2003. Et en fait, il parle pas du tout de plein de films en fait qui se passent à Los Angeles depuis, quoi, en fait. Et moi, j'aurais été très curieux de savoir ce qu'il pense de Under the Silver Lake, parce que Under the Silver Lake, moi, je trouve que justement, c'est un film où tu sens cette espèce de côté indescriptible de la ville, en fait. C'est-à-dire où tu passes vraiment d'un décor à un autre pendant tout le film, en fait, quoi. Et moi, c'est vraiment l'impression que j'avais eue avec Under the Silver Lake. Je m'étais dit, tiens, c'est marrant, j'ai l'impression qu'on me met plein de fictions de Los Angeles, mais en fait dans plein de décors de fiction de Los Angeles qui d'habitude sont un peu séparés, qu'on me les met dans un même truc, en fait. Il y a ça aussi dans le film de Malik, Night of Cups, par exemple, qui c'est une période de ces films post-Tree of Life où il commence à faire plus des films de montage que des films vraiment narratifs, et c'est quasiment un documentaire sur le LA contemporain, finalement, parce qu'il passe justement dans énormément de décorums différents, et comme tout ça et pas réellement relié en termes narratifs, mais plus par sa voix flottante, justement, tu as vraiment l'impression qu'il essaye de capter qu'est-ce que c'est que LA dans, on va dire, le point de vue d'un bourgeois désabusé, mais qui va vraiment dans toutes les strates possibles et imaginables de la communauté de LA. Et donc, mais c'est des cinéastes, mais j'ai l'impression que avant, on va dire, justement, le tournant des années 2000, il y a peu de cinéastes qui essayent de faire... vision globale, parce que en général ça fonctionne plus justement sur des quartiers, sur ce central, sur les quartiers afro-américains, sur les quartiers riches, ou même dans les séries avec celles des années 90 avec Beverly Hills et puis Melrose Place, tu vois, sur un microcosme, mais dans un bout de Los Angeles, et en fait essayer de le capter dans son ensemble pour essayer de voir ce qui fait communauté dans cette ville-là ou dans ce comté. C'est quelque chose qui est impossible. Ouais, je suis en train de penser que la seule que je connaîtrais, c'est Ida Lupino avant, qui vraiment appuie vraiment sur, au début des films, ils se baladent en bus, ils font un tour de la ville un peu, et les films se passent toujours dans des quartiers de la ville sur leur vie. Ouais, ça c'est le film... The Bigamist. The Bigamist, où il visite où elle fait des clins d'œil à ses potes d'ailleurs d'Hollywood, parce qu'il passe devant les maisons de gens qu'elle connaît, en fait. Donc c'est pour ça qu'elle a eu le droit de filmer, probablement d'ailleurs. Mais c'est intéressant parce qu'Ida Lupino, justement, il y a d'autres de ses films en fait, qui se passent dans une ville dont je pense qu'elle est imaginaire, qui est Capital City.
Ah oui. Et par exemple, Outrage et je sais plus quel autre film. Il y en a au moins 2 où à un moment donné les personnages quittent justement la Californie pour Capital City, qui est une ville dont on ne sait pas trop où elle est en fait, cette ville-là. Est-ce que c'est une ville qui est plus au centre du pays ou pas? Donc c'est un mélange effectivement, il y a une espèce d'approche documentaire sur LA. Et par contre dès qu'on quitte LA, on revient dans une Amérique de fiction en fait, avec parce que Capital City, à ma connaissance, c'est pas une ville qui existe. Ça existe que dans les Simpsons. Ouais, c'est ça. C'est une ville fictive dans les Simpsons. Pour moi, c'est une ville qui est genre Phoenix, quoi, tu vois, ou Denver, quoi. Tu vois, non, Phoenix, ça existe. Hein. Non, mais c'est à ça que j'attribue Capital City, tu vois, dans Outrage notamment, quoi. Et alors que le début d'Outrage, ça se passe effectivement, ça se passe à Los Angeles, quoi, le début d'Outrage. Je croyais qu'il changeait de quartier en fait dans Los Angeles. Mais non, mon souvenir est très 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 vague. Écoute, je vois peut-être que je me trompe, mais non, je me rappelle surtout du début en fait. Donc. Mais dans The Bigamist, c'est peut-être le seul qui se passe entièrement, je crois, à Los Angeles. Ouais, c'est ça. Alors qu'à un moment, il y a toujours un moment où les personnages se barrent en fait. C'est finalement pour pouvoir, parce qu'on parlait de la question de l'automobile tout à l'heure, le meilleur moyen finalement d'essayer de capter ce qu'est Los Angeles, c'est sur le motif de la poursuite. On parlait donc de police fédérale de Friedkin. Il y a eu La Grande Casse, le titre original de 60 secondes chrono en 1974. Un film que j'ai vu il y a très longtemps, mais j'étais très content de revoir un extrait, parce que c'est effectivement super film de cascadeur. Qui est un film très bordélique, mais qui a au moins 45 minutes de poursuite non-stop. Pour le coup, on traverse quand même une bonne partie de Los Angeles. On part du centre du quartier d'affaires, et on file sur la côte, on remonte au nord, et puis après on redescend. Donc on voit vraiment en plus des zones de LA qu'on a assez peu l'occasion de voir au cinéma. Et Anderson montre que c'est cohérent. Oui, voilà. Géographiquement, contrairement à Cobra, où là c'est pas cohérent du tout. Qui cite beaucoup dans le film. Oui, mais le film est ultra cité. Le film de George Panicos quand même. Et alors, ce qui m'a intéressé aussi dans le film, c'est qu'en fait, il fait pas de hiérarchie sur les films. C'est-à-dire que t'as des, la qualité n'est pas. Voilà, t'as des chefs-d'œuvre de t'as Billy Wilder, machin, tu vois, t'as du film noir, t'as du Michael Mann, et puis t'as du LA Crime, LA Gangsters, tu vois, t'as plein de films de série B. Mais t'aimes bien ça, les films de gangsters. J'adore. Avec des mecs qui ont des bandanas. Avec des mecs avec des bandanas, bah oui, non, mais complètement. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt sympathique, justement, qu'il n'ait pas posé comme a priori, en fait, le fait qu'il y aurait des bons films et des mauvais films. Disons que c'est pour ça que je trouve ça rejoint, on va dire, le caractère des cultural studies, c'est que le fait que l'esthétique des films, finalement, ou en tout cas leur qualité formelle, on va dire, ne rentre pas en ligne de compte pour voir ce qui fait justement, ce qui fait pas œuvre, mais ce qui fait un vrai sujet. Voilà. Là, c'est pas l'intérêt du documentaire. L'intérêt du documentaire, c'est juste pour un Bronson. À un moment, c'est surprenant dans le film. Il prend un extrait de Bronson. Elle est géniale. C'est pas parce que vous faites bien la géographie de la ville que vous faites un bon film. Et là, il fait mal la géographie, mais il fait aussi un mauvais film. Le Justice dans la ville 4. Oui, c'est ça. Que je l'ai pas vu, mais qui a l'air bien, qui a l'air bien avec un méchant à moustache de toute beauté. Je l'ai pas vu, moi j'ai vu le 3 qui est à New York. J'ai vu le premier, le troisième est très drôle. Le troisième, c'est un très grand nanar, le troisième. Mais je savais pas que le quatrième était dans la même veine, on va dire. Puis là, il laisse vraiment l'extrait pour appuyer le propos qu'il trouve ça nul en fait. C'est assez surprenant, ça nous donne pas grand chose sur la ville. On fait tout ça dans les recherches, à un moment donné, tu laisses un truc personnel qui apparaît. Ce qui est assez cool, c'est qu'il est vachement indulgent aussi avec Sans rémission de Edward James Olmos, qui est un petit film mais qui est pas mal. C'est pas mal ça, Sans rémission comme film. Et il y a plein de petits trucs, en fait, des trucs moi que j'ai vus il y a 15-20 ans, des années 90, où je me dis mais s'il y avait ce film, mais c'est bien qu'il en parle de ce film-là, tu vois, des films un peu oubliés comme ça et qui sont qui je trouve c'est bien qu'il les ait ressortis, quoi. De même que j'ai trouvé moi très agréable qu'il termine sur justement les réalisateurs indépendants, avec des films dont moi j'avais jamais entendu parler, The Exiles 61, ça a l'air vachement bien comme film, ça a l'air de trucs influencés par le néo-réalisme. J'avais jamais, à part si comment il s'appelle, Killer of Sheep, Cœur de mouton. Ouais, celui avec l'afro-américain qui travaille dans les abattoirs. Et c'est le seul dont j'avais Charles Burnett. Voilà, Charles Burnett, c'est le seul dont j'avais entendu, la seule figure dont j'avais entendu parler. Les autres, pareil, le cinéma gay qui est évoqué un petit peu au détour justement d'un film qui s'appelle Los Angeles Plays Itself, parce que moi c'est à ça que j'ai pensé quand j'ai vu le titre. Je me suis dit mais Plays Itself, ça veut dire se branler en anglais normalement. Et tu te dis mais pourquoi est-ce qu'il nous propose un film de cul? Et ça se comprend, ça va. Ça justifie le titre. Oui, parce que de toute façon, l'industrie du porno américain étant basée comme les autres relativement aux mêmes endroits, ils sont voisins, donc forcément, l'industrie aussi du cul s'est développée au départ à New York justement, mais très vite, elle s'est
elle s'est déportée sur la côte ouest, on va dire, pour des conditions de tournage qui sont plus faciles probablement, une industrie qui était beaucoup plus florissante et des lois fédérales aussi qui ne sont pas les mêmes entre la côte est et puis l'État de Californie. Donc évidemment, ça permet aussi ce genre d'expansion d'un cinéma parallèle, comme on dit. Un bon gros cinéma d'exploitation. Et justement, sur la question du cul, donc c'est quand même souvent rappelé que Hollywood, c'est la ville de Gomorrhe, voilà, c'est vraiment la cité du vice. Exactement, comme le rappelle le président dans Escape from LA de John Carpenter. Et donc, il y a cette question-là aussi à Los Angeles, plus peut-être qu'à New York, c'est la question du film catastrophe et du fait que les cinéastes adorent casser LA, quoi. À la fois parce que donc c'est une des villes symboliques, on va dire, de la réussite américaine, mais comme c'est la cité du vice, du crime, de tout ce que tu veux, c'est clair. Voilà, on fera tous les trucs possibles avec la faille de San Andreas, avec les tsunamis et compagnie. Ou avec les émeutes, voilà. Avec les scènes d'émeutes. L'autodestruction, c'est aussi un truc qui marche très bien. Alors que tu vois, des émeutes, il y en a eu quand même dans pas mal de villes aux États-Unis. Mais tu vois, celle qu'on monte, c'est souvent celle de 92. C'est aussi ce qui ferait une des particularités de Los Angeles, c'est la question de la violence. Et donc à la fois la violence des gangs et la violence de la police, comme on parlait tout à l'heure, donc de corruption et puis compagnie. Et un des événements évidemment marquants, c'est le tabassage de Rodney King en 1992, qui à la fois a relancé toute une veine du cinéma de voyous, du cinéma de quartier, enfin on va dire des quartiers de LA justement, et Boys in the Hood et tout voilà, ça. et sur une question de représentation de la violence des quartiers à Los Angeles. Ce qui est assez particulier aussi, c'est-à-dire que par exemple, tu auras moins ça avec New York, parce que la question des gangs est beaucoup plus marquée dans des villes comme LA, justement, qui est une... Et puis il y a eu des... une nouvelle forme de la guerre des gangs oui. Au début des années 90, entre les Bloods et les Crips, c'est pas de la blague. Ça continue. Vous êtes plutôt bandana rouge ou bandana bleu? Voilà. Bon, je ne choisis pas. Moi, je veux pas me faire fusiller la façade de mon immeuble. Mais ouais, dire jusqu'ici. Mais non, mais ça a été une vraie... Enfin, voilà, moi qui écoute beaucoup de hip-hop dans les fins des années 80, début des années 90, c'est un des gros thèmes dans le hip-hop américain. Pas d'ailleurs que dans la côte ouest, mais et c'était pas... Il y avait des rivalités à New York entre Queensbridge et tu vois, Brooklyn et tout ça, mais c'est pas à ce point-là, quoi. C'était pas systématisé et surtout théâtralisé au point que les Bloods et les Crips. Donc cette histoire de violence des gangs, elle a été rendue plus emphatique par Hollywood, mais elle existait quand même, quoi. Elle existait quand même d'une certaine manière. Et d'ailleurs les émeutes de 92. C'est pas que des émeutes raciales, mais il y a aussi les Sud-Coréens qui se mettent à s'armer. Enfin voilà, tout le monde pète joyeusement les plombs dans cette période-là, qui est une période où l'Amérique a tremblé quand même un peu sur ses bases. Et ça, c'est un truc qu'on oublie complètement, quoi. C'est qu'en 92, là, les petits blancs, ils ont eu vraiment la trouille, quoi. Et tout le monde a eu vraiment la trouille, parce que là, on s'est dit, voilà, ça y est, ils vont foutre le feu à la ville, quoi. Et ça a été, après Rodney King, ça a été compliqué. Et les relations, évidemment, et tout le cinéma. O.J. Simpson. Et tout, non, mais voilà, et O.J. Simpson et tout ça, et tout le cinéma des années 90, il témoigne de ça. Et Elroy, quelque part, quand il écrit, il témoigne de ça aussi. Quand il écrit dans les années 90, il même si Elroy ne fait quasiment que des livres qui se passent dans les années 40, 50 et puis 60, c'est-à-dire parce qu'il dit clairement qu'après le Watergate... C'est scénario, par exemple. Oui, voilà. Qui sont en général des films qui sont bien retouchés et qui donnent quand même un sacré paquet de films à chier. Mais parce que genre... Pas tous. C'est quand même le truc avec Kurt Russell, là. C'est pas si Laurent mal. Shelton, c'est tout pourri. C'est pas si mal. Dark Blue. Ouais, Dark c'est Blue, pas si mal. nul. C'est pas si mal. Celui avec Keanu Reeves en flic pourri, c'est pas si Au mal. cœur de la nuit, un truc comme ça. Mais ouais, c'est pas si mal. Mais oui, c'est pas terrible, c'est de la série B. Faut pas. Avec plus Woody c'est- Harrelson aussi, là. Qui était peut-être, un peu moyen. Rempart, non. Rempart, Je crois, ouais, ou Rampage. Ouais, c'était pas dingue. C'est globalement pas terrible. Ouais. Mais... C'est mieux que du David Ayer. Ah oui, ça putain, c'est nul. Lui aussi, c'est un mec qui adore filmer LA, mais qui vraiment le filme comme genre un gros tas de merde et en filmant comme un gros Comme tâcheron, Antoine Fuqua. quoi. Ah ouais, Antoine Fuqua, ça c'est sacrément nul. Parce que Training Day, ça pour le coup, c'est bien un film qui est ultra surestimé. C'est bidon, Training Day. Putain, un des pires rôles de Denzel en plus, il est mauvais comme un cochon là-dedans. Par contre, j'ai bien envie de voir Programmé pour tuer, que
jamais vu, avec Denzel Washington dans le futur, dans un Ricochet. monde virtuel, dans un Los Angeles virtuel et tout. Alors, c'est pas avec Russell Crowe, celui-là qui joue le flic, et Denzel qui joue le... Quoi ? Il y en a pas un avec les deux, et il y en a un non, des deux qui joue... je confonds. Ça, c'est American Gangster, et ça se passe Ah oui, non. c'est American Gangster. Non, je parle d'un film de science-fiction avec un des deux qui est une sorte de type programmé pour tuer et qui affronte un flic. Je croyais que c'était Denzel et que c'était Russell Crowe en face, mais Russell Crowe tout jeune. Non, peut-être je l'ai pas vu, donc je me trompe peut-être aussi. Je dois mélanger. Mais c'est marrant. Moi, seul, j'aurais vu. Il y a un truc aussi, c'est la lumière en fait de LA. Comment la lumière de LA, tu la retrouves dans les productions Joel Silver. Oui. Et comment cette espèce de lumière mordorée, de coucher de soleil et tout, elle est liée quand même. Et ça, peut-être que la ville n'est pas représentée, mais par contre, l'ambiance lumineuse de la ville, moi j'ai l'impression quand même qu'on la retrouve dans L'Arme Fatale, qu'on la retrouve dans... Mais jusque Zèle de l'Enfer, en fait, même si ça se passe pas du tout à LA. Quoi, mais ou chez Michael Bay. Ou chez Michael Bay. Même si l'influence de Michael Bay, ça serait plus la Floride, parce qu'il y a un côté tout de suite plus flamant rose vulgaire, mais ça se trouve quand même dans pas mal de son cinéma, justement, le côté plage de Malibu, les couchers de soleil et compagnie. D'ailleurs, on parlait de poursuite ambulance, il y a ce côté-là un peu. Je pensais à ça, oui. Découverte de LA. Ou justement. Découverte dans un film de Michael Bay, donc. Découverte en plus, il faut pas cligner les yeux. Il y a plein de plans qui font plus de 5 secondes. Il vieillit. Il mûrit. C'est ça. Il grandit. Ça, exactement. Il a 15 ans maintenant. C'est bon. Et donc, comme on disait, que LA, la cité du vice, tout ça, machin, parce que souvent, la ville dont on dit que c'est le miroir grossissant de l'Amérique, ça serait Las Vegas, parce qu'avec les strips, avec la vulgarité, et puis compagnie, mais finalement, en plus, en revoyant le documentaire là, finalement, Los Angeles n'était pas la ville la plus symbole ou symptomatique, finalement, de ce qu'est l'Amérique contemporaine, en tout cas, l'Amérique de l'après-guerre, beaucoup plus que Vegas, parce que Vegas, il y a un côté qui tout de suite est beaucoup plus vulgaire, il y a un côté factice, évident, il y a un côté factice surtout, fast et factice. Alors qu'à Los Angeles, c'est beaucoup plus justement difficile à appréhender, et ça, je pense que ça représente mieux finalement ce qu'est l'Amérique contemporaine que Vegas, par exemple, ou que New York maintenant. Les pavillons, les voitures, sur la classe moyenne en tout cas. Je crois que les architectes, l'urbanisme à Los Angeles reprend beaucoup aux architectes d'après-guerre en fait, qui ont essayé de faire un schéma unique, on va dire, pour les États-Unis autour de la ville de Levittown, qui était près de New York, où ils se sont dit voilà, on a une ville résidentielle parfaite là. C'est un modèle qu'on doit. Des petites pelouses devant. C'est ça, ouais. Et du coup, à Los américain. Angeles, ils ont essayé de forcer ça puisque c'était à montrer au cinéma facilement et tout. Et ce qui fait un espace de Los Angeles qui est un peu un espace abstrait, je pense aussi, qui fait que quand il y a des événements, des films sur les voyous, des films catastrophes, ça va entre guillemets, on se dit, ça fait un espace qui, pour tous les Américains, c'est un espace quasiment commun, c'est-à-dire c'est ce quartier de banlieue. Alors bien sûr, au sud de Los Angeles, t'as plus de palmiers, etc., mais globalement, alors que ça peut se passer dans des endroits qui sont éloignés de plusieurs dizaines de kilomètres les uns les autres, quoi. Ce qui est quand même pas rien, quoi. Quand tu penses 40 km, 50 km, tu filmes un truc à Rennes, tu filmes un truc à 40 km de Rennes, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Ça. Mais je pense que tu vois une histoire qui se passe dans un des quartiers de Los Angeles, résidentiel, ça va ressembler à ce qui se passerait dans un quartier résidentiel du Kentucky, en fait. Et je pense qu'ils vont beaucoup jouer là-dessus dans les films, notamment tout ce qui est les films policiers où on a peur d'une menace, ou les slashers. Il me semble que Halloween, c'est tourné dans une rue. C'est tourné dans une rue de Los Angeles, alors que c'est censé se passer à Haddonfield dans l'état de New York, ou sur la côte est en tout cas, Halloween, quoi. Il a tout filmé dans une rue. Alors que Carpenter, lui aussi, pour le coup, c'est un vrai cinéaste de LA, justement, qu'il a beaucoup filmé. Assaut, par exemple, c'est quasiment un documentaire sur les quartiers paumés de Los Angeles. Oui, sur la déliquescence urbaine, en fait, notamment avec l'espèce de commissariat qui ferme et tout ça, mais tu retrouves ça dans Invasion Los Angeles aussi. Enfin voilà, c'est effectivement, Prince des Ténèbres s'est tourné à New York, je crois. Je sais plus si c'est censé se passer à New York. On voit qu'il existe de toute façon. Mais du coup, en fait, moi je trouve que le parti pris justement du réal est super intéressant, parce qu'effectivement, j'avais jamais envisagé Los Angeles véritablement, effectivement, comme un personnage de ville. C'est-à-dire que si tu me montres un truc, je dis ça se passe à Los Angeles, mais effectivement, si tu me demandes de qualifier Los Angeles sur le plan esthétique, on va dire, effectivement, moi je trouve que le film est vraiment passionnant pour ça, quoi, sur ce truc
cette espèce de côté fantomatique, de côté vaporeux en fait. C'est-à-dire que c'est à la fois concret et abstrait, et il y a une espèce de mélange des deux qui. Et c'est cette dichotomie qui justement intéresse, qui fait que c'est intéressant les cinéastes aussi, et qui a rapport justement avec ce qu'est le cinéma américain ou le hollywoodien de manière générale, on va dire. Donc voilà, c'est Los Angeles Plays Itself de Tom Anderson qui vient de ressortir en Blu-ray donc chez Carlotta, une belle édition évidemment, film passionnant qui pose beaucoup de questions. On va passer au coup de cœur. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur, carrément Fleuret. Alors, coup de cœur, le monde est dans une merde noire, donc autant regarder un film positif qui fout la banane, et ça sera Mishka de Jean-François Stévenin. Ah oui. Film liberté, se quitter, s'engueuler, partir. Manger des crêpes. Écoutez, Johnny. Mais se retrouver et au final s'aimer, et ça, c'est absolument magnifique. C'est très beau aussi. Je trouvais ça étonnant parce que vu qu'en ce moment tu es dans un cycle Lars von Trier, je me disais c'est marrant, ça va pas trop. Mais c'est bien, ça fait une pause. Ça fait une pause. Ça fait une pause. Docteur. Alors moi, ça sera de la musique violente. Ah bah bravo. Voilà, puisque j'ai été faire un tour au Garmonbosia samedi dernier. Pour leurs 25 ans. Voilà, pour leurs 25 ans, et donc toujours programmation. Alors programmation très surprenante cette année, puisque c'est une programmation plus éclectique, on va dire, que les années. Enfin en tout cas, voilà, moins homogène, on va dire que les. Mais avec plein de trucs intéressants. Mais du rap. Et non, pas du rap, mais notamment un groupe de trash grec qui s'appelle Rotting Christ, voilà, qui est très sympathique, et des azous que moi je ne connaissais pas du tout, qui font de l'électro, mais avec des structures de morceaux de métal, et c'est Perturbator. Oh, c'est génial. Et Perturbator, écoute, il y avait Carpenter Brut. Alors Carpenter Brut c'était sympa, Perturbator c'était vraiment bien, quoi. Et c'était voilà. Et il y avait un groupe aussi de black metal intello norvégien, mais qui s'appelle Hans Benende. Enfin bon, je prononce très mal le nom, mais c'était vachement bien aussi. Donc une soirée éclectique, mais néanmoins fort sympathique, avec de la bonne musique. Très bien, merci docteur. Simon. Ouais, c'est La Charge de la 8e Brigade de Raoul Walsh. Enfin. Donc, voilà, un film d'aventure. Dernier film de Raoul Walsh. Ouais. Qui est un de ses meilleurs films, ouais, je trouve. Moi, je suis pas loin de penser ça. Après, il a fait quand même. Il y en a beaucoup de très bons, mais ouais. Voilà, jusqu'au bout, il était trop fort, merci. Et pour moi, pour rester un petit peu dans le même esprit, ça sera Commando sur Road de Lewis Milestone, film de commando de 1954 avec Dirk Bogarde, qui est super cool, tourné en Grèce. Ce vieux routier de Lewis Milestone. Qui fait des choses. Qui était là depuis les années 30, Lewis Milestone. À l'Ouest Orient de Nouveau. Même 20, il me semble. Donc, très bon film de ce sous-genre merveilleux, peut-être un des plus beaux sous-genres du cinéma avec le film de sous-marin. Donc voilà, le film de commando, c'était absolument merveilleux. Merci messieurs, merci Thibaut à la technique de cette émission. Oh il y a eu des bêtises. Oui, ça, je rattraperai ça en post-prod, comme on dit dans le milieu du cinéma. Merci messieurs, prochaine émission, prochaine édition. Ah ciao, bonsoir. Salut. Salut. Salut.